Nous avions pris congé de Paris au XVe siècle. Souvenez-vous, la capitale était occupée par les Anglais. Il en a fallu des combats pour que Paris redevienne le cœur libre du royaume. Il aura même fallu la mythique Jeanne d'Arc. À présent, au XVIe siècle, la ville est délivrée. Et c'est au Louvre, en plein centre, que le pouvoir s'est établi. François Ier a rapporté d'Italie des trésors. Léonard de Vinci et sa Joconde, bien sûr. Mais en fait, il a surtout ramené un esprit nouveau, celui de la Renaissance. Avec François Ier, la forteresse médiévale laisse place à un merveilleux château Renaissance. Symbole des temps nouveaux, le vieux donjon du Louvre est abattu et signe la fin du Moyen-Âge. En effet, l'architecte Pierre Lescot construit la demi-aile sud, qui marque vraiment l'arrivée du style Renaissance à Paris. Voyez ces trois avant-corps, ces colonnes qui encadrent les portes, ces statues et ces fenêtres typiques, aux frontons arrondis ou triangulaires. François Ier, amateur d'art, n'a pas oublié son propre confort. Il s'est installé à un logis royal dans cette aile sud, avec des cuisines, de beaux logements et une sorte de cour de tennis, qu'on appelle alors jeu de paume, parce qu'on n'a pas encore de raquettes. Mais l'histoire ne retient pas cela. Elle préfère s'attacher au testament artistique de la Renaissance que nous laisse François Ier. Il meurt trop vite pour en profiter et ne verra jamais la fin des travaux entrepris. Mais en définitive pour Paris, les promesses artistiques entrevues quand le roi est revenu d'Italie n'ont pas été tenues. François Ier a trop délaissé les bords de la Seine pour les bords de la Loire. La fameuse Joconde qu'il a rapportée de voyage va voyager dès lors de château en château et changer d'adresse au fil des siècles. Amboise, Fontainebleau, le Louvre, Versailles, les Tuileries. Avant de revenir définitivement au Louvre, mais en 1804. Le Louvre, qui s'enorgueillit, est aujourd'hui le plus vaste édifice de la capitale et sans doute le musée le plus resplendissant du monde. Eh bien, tout cela a commencé avec François Ier. Les grands travaux entrepris vont durer finalement 300 ans. Ils ne seront véritablement achevés que sous Napoléon III au XIXe siècle, voire même au XXe siècle, avec l'ajout de la fameuse pyramide. Mais le pli est pris. Désormais, chaque souverain comme lui va vouloir marquer le palais de son empreinte. Mais au temps de François Ier au XVIe siècle, si la Renaissance est un bouquet flamboyant des arts et de l'architecture, elle est aussi un temps d'obscurantisme et d'intolérance religieuse. Le dimanche 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, les gentilshommes protestants hôtes du nouveau roi Charles IX sont conduits dans la cour du Louvre. Certains s'échappent, d'autres n'ont pas cette chance. Charles IX a succédé à François Ier, et l'un de ses principaux conseillers est protestant. À l'époque, la noblesse se déchire et les oppositions entre catholiques et protestants grandissent. Catherine de Médicis, la mère du roi, est jalouse de l'influence du conseiller protestant sur son fils. Elle projette son assassinat. Mais la tentative rate. Aussi par crainte de représailles à son encontre, Catherine de Médicis convainc le roi d'éliminer tous les protestants. Le peuple catholique de Paris se lance dans l'horreur. Et chacun massacre son protestant, homme, femme ou enfant. Mais combien d'innocents ont-ils trouvé ainsi la mort pour leurs croyances? Les estimations sont difficiles, mais les historiens s'accordent généralement sur le nombre de 3000 victimes. Faisons le tour du palais tel qu'on peut l'admirer aujourd'hui. La grande galerie qui longe la Seine de la cour carrée du Louvre jusqu'aux Tuileries fut achevée sous Henri IV,
D'ailleurs, en s'approchant, on peut voir gravé dans la pierre la signature du bon roi Henri, un H entrelacé de 2 G, G comme Gabrielle d'Estrée, sa favorite. Sous Louis XIII, on frappe ici la monnaie des rois, les fameux louis d'or. Et savez-vous qu'au premier étage, Henri IV organise des chasses aux renards pour initier ses fils à la chasse à courre. Le roi Soleil, quant à lui, veut une entrée grandiose. Aussi, en 1671, il charge l'architecte Claude Perrault, le frère de Charles, l'auteur des contes, de construire la sublime colonnade du palais. Mais il faudra attendre 1811 pour admirer les travaux entrepris près d'un siècle et demi plus tôt. Hélas, à partir du guichet du carrousel et jusqu'au pavillon de Flore, le bâtiment que nous avons sous les yeux est une reconstitution du 19e siècle, l'antique édifice ayant disparu des suites d'un glissement de terrain. D'ailleurs, en s'approchant, on peut constater que les N de Napoléon III ont remplacé les H d'Henri. L'empereur aussi veut sa marque. Mais à mon avis, il ne devait pas être aimé par tous les ouvriers du chantier. Regardez en haut du clocheton du pavillon Lesdiguières. Le N est à l'envers. Alors ça, si c'est pas une manière de renverser le pouvoir impérial. C'est aussi à Napoléon III que l'on doit les bâtiments qui flanquent la cour Napoléon. Ils ont pour objectif d'atténuer le manque de parallélisme entre les bâtiments latéraux, ceux qui longent la Seine d'un côté et la rue de Rivoli de l'autre. En revanche, c'est le premier empereur qui fit percer cette rue de Rivoli avec ses galeries couvertes. Quelle bonne idée! Il crée la mode d'un 19e siècle, amateur de passage, offert à la flânerie des Parisiens. On lui doit donc les bâtiments du Louvre jusqu'au guichet de Rohan. Et côté pyramide, les abeilles de Napoléon Ier nous rappellent toujours le commanditaire des travaux. Côté rue de Rivoli, les maréchaux d'Empire observent impassiblement le balai des voitures qui traversent Paris d'est en ouest. Le Louvre traverse le temps, l'histoire, les passions et les guerres. Mais heureusement, on est bien loin du temps où on massacrait ici les protestants, durant la nuit de la Saint-Barthélemy en 1572. Après pas loin de 40 ans de guerre civile opposant catholiques et protestants, le XVIe siècle réussit à s'achever dans la Concorde. Avec la signature de l'édit de Nantes, le 30 avril 1598, Henri IV reconnaît la liberté de conscience aux protestants. Cet acte fondateur de la liberté de culte est un vrai signal de pacification. Mais il n'empêche pas, 12 ans plus tard, le bon roi Henri d'être assassiné par un illuminé catholique. La voix de Dieu lui aurait commandé son geste. Pendant ce temps, Paris est devenue la ville la plus peuplée d'Europe. 300 000 habitants. Elle attire les arts, les idées nouvelles et les hommes. Cette densité urbaine la fait grandir de manière anarchique. Paris est un labyrinthe, composé de ruelles étouffantes. Il faut agrandir l'espace public, et notamment construire des ponts pour faciliter la vie. Le premier sera en pierre, c'est décidé. Les bras de la Seine qui séparaient les 3 petits îlots sont comblés, et ces espaces s'incorporent à l'île de la Cité. Pour le XVIIe siècle, nous voici à la station Invalides. Pourquoi? Parce que Louis XIV considère la création de l'Hôtel des Invalides comme la grande idée du règne. Apporter aide et assistance aux anciens soldats invalides de guerre. Ceux qui ont exposé leur vie doivent pouvoir couler des jours paisibles, et l'Hôtel des Invalides y pourvoira. Il imagine déjà une distribution gracieuse de béquilles et de jambes de bois. Équipés, les Invalides pourront se promener aux alentours, et même sur la Seine, en empruntant le premier pont de pierre de Paris. Situé à la pointe ouest de l'île de la Cité, il est achevé en 1607, après quasi 30 ans de travaux, dus à de fréquentes interruptions. Les troubles des guerres, les problèmes de financement ont tour à tour gêné sa construction. Mais peu importe, il s'est construit et le tout Paris s'émerveille de ce pont neuf. Il a une particularité de taille. Il est dépourvu de maisons quand les ponts sont jusqu'alors habités. Et ce n'est pas la seule. Il est très large, plus de 20 mètres, et a des trottoirs. C'est bien simple, il semble fait pour la promenade et la beauté du paysage. L'édifice, de 238 mètres de long, est massif, solide et très pratique. Il relie la rive droite à la rive gauche
et facilite les échanges comme la circulation. Mais on s'est soucié de le rendre esthétique, pour en augmenter le prestige. Voyez ces tourelles, sortes de balcons-terrasses en demi-cercle, à chaque jonction d'arches. On les croit destinées à la contemplation, mais elles servent en fait aux marchands qui y exposent leurs produits. Les Parisiens s'y pressent, et c'est assurément le lieu de promenade le plus prisé de toutes les classes sociales. Aussi, il est recommandé d'y faire attention à sa bourse. Les tire-laines et autres vagabonds ont vite fait de visiter avec dextérité les poches des passants, absorbés par un spectacle de rue. Sur le Pont-Neuf, on trouve des poètes, comme des arracheurs de dents, et tous les échos de la vie urbaine. Aujourd'hui, le Pont-Neuf n'est pas le plus neuf, mais le plus ancien encore debout. Il n'est d'ailleurs pas non plus le 9e, mais le 5e des ponts de Paris, vous suivez? Ce flamboyant Pont-Neuf n'égare pas Louis XIV sur les périls de Paris. Avec l'avènement du roi Soleil, la France trouve un souverain qui n'aime pas outre mesure sa capitale. Il s'en méfie même, et craint ses emportements. Il a décidé de se construire une nouvelle résidence loin de la ville. Il va transformer un petit pavillon de chasse en somptueux palais. C'est à Versailles que ça se passe. Et si Versailles est sa nouvelle passion, il entreprend quand même à Paris de grands travaux qui modifient l'aspect de la ville. Sur les bords du fleuve se poursuivent des travaux de longue haleine. Sont-ils, comme à Versailles, destinés à glorifier le roi? Eh bien non. Cet ouvrage-là est d'utilité publique. On veut assainir Paris. Et si on l'embellit en même temps, c'est tant mieux. Louis XIV élève alors les quais de Seine. Les siècles passés ont contribué à leur aménagement. On a dompté les rives, le long du Louvre et sur la place de Grève, grâce à des terre-pleins en pierre de taille. Ces terre-pleins autorisent de s'y promener sans trop se crotter. Mais leur première utilité reste avant tout d'être capable de retenir les eaux en cas de crue. Sur la rive droite s'étire alors entre le quai de la Grève et celui de la Mégisserie une longue bande de terrain meuble. Autant dire, un vrai champ boueux à la moindre pluie. Les charrettes qui descendent au fleuve et qui s'y enlisent régulièrement en savent quelque chose. Et pour en terminer avec cette fange répugnante, le roi demande en 1664 au marquis de Gesvres de construire un quai entre le pont Notre-Dame et le pont au Change. Ce sera le quai de Gesvres, du nom de son édificateur. 11 ans après la construction du quai de Gesvres, le travail est complété par un autre quai, entre le pont Notre-Dame et la place de l'Hôtel de Ville. Et sur la rive gauche, de semblables travaux sont entrepris, comme en témoigne le quai Conti. Mais Louis XIV ne s'en tient pas là. Il a envie d'aérer la ville et de poursuivre ses améliorations. En 1670, il ordonne la destruction des vieux remparts. L'urbanisation des quartiers hors de ces murs les a rendus inutiles, et l'évolution des techniques militaires également. Alors, sur la rive droite, le rempart est remplacé par un boulevard. Il va de la Bastille à la Madeleine. Et les Parisiens apprécient de s'y promener. Le mot français boulevard apparaît à cette époque. Il désigne cette nouveauté. Le boulevard est donc typiquement parisien. En fait, il a une double origine. Il vient tout d'abord du terme hollandais bolwerk, excusez l'accent, qui signifie ouvrage de fortification. Plus tard, quand la muraille sera abattue, elle laisse la place à un cours, une promenade publique garnie d'arbres. Les Parisiens les appellent boulevertes. Bouleverte, boulevard, boulevard, on s'y retrouve. Et c'est ainsi que le boulevard devient un lieu de délassement, de flânerie et de rêve. Le roi améliore sans cesse le tissu urbain et surveille attentivement sa mise en valeur. En rejoignant les Invalides, on peut se mettre à la place de Louis XIV. Imaginez-vous traverser Paris et franchir le Pont-Neuf. Comment ne pas avoir le cœur serré à la vue de tous ces estropiés qui traînent là une existence de misère? Sur le plan humain, le roi est un peu ébranlé, mais sur le plan politique, il est catastrophé. Ce revers de la médaille militaire est un peu trop voyant. Lui qui aime tant la guerre, désire n'en conserver que panache et courage. Il lui faut donc éloigner ces Invalides du centre de Paris et les cacher le mieux possible. Alors le roi a demandé des propositions. Celle-là lui semble digne d'être retenue. Le plan de l'hôtel des Invalides est simple, imposant, évident. Sur 10 hectares, une grande cour cernée par 5 autres plus petites
entourée de bâtiments rectilignes. On dressera au centre une église consacrée à la fois au roi et aux invalides. Et il y aura un hôpital militaire, une manufacture pour ceux qui peuvent encore travailler, un hospice et des chambrées. Le roi veut des cheminées pour les officiers et des couvertures de qualité pour les soldats. La nourriture y sera abondante. Et le choix de l'emplacement, dans cette plaine de Grenelle isolée et déserte, semble parfait. On ne les verra plus, ces estropiés. Au mois d'octobre 1674, les premiers invalides entrent dans leur nouvelle demeure. Et la cérémonie est émouvante. C'est au son des tambours que le roi lui-même accueille en personne la cohorte de vieux soldats blessés. La plupart sont des rescapés de la guerre de 30 ans. Les invalides n'ont pas de rancune. Ils applaudissent Sa Majesté. Sans doute sont-ils soulagés d'avoir gîte et couvert assurés. En parcourant la cour d'honneur, on peut facilement se replonger au milieu de ces hommes détruits par la guerre. Les corridors, les poutres, les escaliers à balustres sont tels qu'ils étaient à la fin du XVIIe siècle. Voici au rez-de-chaussée les réfectoires des soldats invalides. Ils sont occupés aujourd'hui par le musée de l'armée. Mais pour retrouver l'atmosphère générale d'autrefois, il suffit de regarder les fresques. Elles retracent les victoires militaires de Louis XIV. En montant au premier étage, on accède aux anciennes chambrées. Elles donnent sur la galerie. Et il suffit de regarder les marches des escaliers, très peu inclinées, pour comprendre qu'elles étaient bien destinées à des mutilés. Une fois arrivé au premier étage, on peut découvrir des tas de noms et de dessins gravés sur les murs. Ils sont comme autant de témoignages de toutes les petites occupations qui se sont développées ici pour tromper l'ennui. Ainsi, vers le corridor du Quesnoy, derrière la statue du grenadier, au-dessus du parapet de droite, on voit une chaussure à talons rabattus. Elle rappelle la mode des talons rouges. Eh bien, c'est un graffiti du grand siècle. Quant à l'édifice religieux et à la coupole d'or, ils seront achevés bien plus tard. Un problème architectural de préséance s'étant posé. Comment réunir en un même lieu et au même moment le roi Soleil et les plus humbles de ses sujets? Eh bien, l'architecte Ardouin Mansart va trouver la solution. Avec lui, le bâtiment se dédouble dans un ensemble cohérent. La nef représente l'église destinée aux invalides. Et sous la coupole, le chœur matérialise la chapelle royale. Non loin de là, Paris s'agite, entre les tonneaux des porteurs d'eau, les mannes d'osier des marchands de volailles et les lourds tombereaux chargés de grains qui obstruent les ruelles. Pour circuler, il faut se frayer un chemin entre les fiacres et les carrosses, les charrettes brinque-ballantes et les cortèges de bœufs traînés vers l'abattoir. Le pauvre piéton risque à tout instant l'accident. Mais les travaux de Louis XIV ont supprimé les remparts, dessiné les boulevards et consolidé les quais. La municipalité a pour sa part financé 2 arcs de triomphe dédiés au roi. Ils sont élevés à l'emplacement de 2 anciennes portes. On les a supprimés lors du programme d'embellissement et d'allègement de l'appareil guerrier devenu inutile. L'arc de la porte Saint-Denis est érigé en l'honneur des victoires en Flandre. Celui de la porte Saint-Martin, plus modeste, en souvenir de la conquête de la Franche-Comté. Nouveau siècle, nouveau lieu. À la Bastille, nous accueillons le 18e. Au départ, simple forteresse
la Bastille est construite dès 1370 pour protéger la porte Saint-Antoine et servir de refuge au roi en cas de colère des Parisiens. Mais ce dernier rôle est tout sauf concluant. En 1413 déjà, les classes populaires parisiennes se soulèvent et la prennent. Et en 1652, les princes de la Fronde, rebelles à l'autorité monarchique, utilisent ces canons pour tirer sur les troupes royales. Alors, au XVIIe siècle, devant tant d'inutilité militaire, le cardinal de Richelieu prend une décision qui va peser sur son destin. La Bastille sera une prison et gare aux ennemis du pouvoir. Nul besoin de jugement pour être interné à la Bastille. Un ordre du roi, une lettre de cachet suffisent amplement. Généralement, les prisonniers, qui ne sont jamais qu'une quarantaine, sont traités avec respect. Il s'agit souvent de jeunes nobliaux en rupture de ban. Et le régime pénitentiaire se montre avec eux des plus complaisants. Ils apportent leurs propres meubles et donnent même des dîners fins. On leur accorde aussi parfois l'autorisation de sortir dans la journée à condition de revenir le soir coucher en prison. Mais tous les prisonniers n'ont pas droit au même régime. Les archives laissent entrevoir des crimes abominables accomplis dans les soubassements de la Bastille. Avis au mauvais sujet. C'est sans jugement qu'ici, on meurt dans le plus grand secret. Au pied de la Bastille, le faubourg Saint-Antoine n'est pas un faubourg comme les autres. Il abrite les artisans pauvres. Ici, ils ont droit de travailler librement, à l'écart des organisations professionnelles. Ébénistes, menuisiers, cordonniers, chapeliers exercent en voisin. Chaque jour, le quartier est parcouru par des paysannes de banlieue qui viennent vendre des œufs ou des légumes. Il y a de redoutables poissonnières, des cantines en plein air où le peuple aime à se retrouver. Cette population miséreuse est toujours prête à exprimer sa colère. C'est elle qui, pour une épidémie de trop, une mauvaise récolte ou une taxe abusive, encourage les artisans à la protestation. Et le mécontentement du petit peuple du faubourg Saint-Antoine va se révéler. Chacun pense que la révolution commence le 14 juillet 1789. C'est une erreur. Elle a débuté 3 mois plus tôt, le 27 avril précisément. Ce jour-là, le faubourg est en ébullition. L'objet de la colère des artisans se nomme Jean-Baptiste Réveillon, propriétaire d'une manufacture de papier peint. Il est établi ici, près de cette fontaine. Réveillon a proposé à la ville de Paris une série de mesures pour lutter contre la pauvreté. Cet économiste improvisé propose de supprimer la taxe perçue sur les marchandises à l'entrée de la ville. On vendra ainsi les produits moins chers. C'est bien, mais il suggère aussi de diminuer les salaires, puisque tout sera meilleur marché. L'ouvrier qui gagne 20 sous devra se contenter de 15 sous par jour avec la réforme Réveillon. La fabrique de papier peint est méthodiquement saccagée. Enfin, la garde intervient. Alors des toits, les révoltés lancent des pierres, des coups de feu éclatent. On relève bientôt 12 morts du côté de la police et plusieurs centaines dans les rangs des insurgés. Le monde vient de basculer. La révolution est en marche. Le 14 juillet 1789, la colère populaire n'est pas retombée. L'odeur de la poudre imprègne encore le faubourg Saint-Antoine. On dit qu'un complot se prépare. Un complot contre qui? Contre les émeutiers? La population veut se défendre des mercenaires, prêts à entrer dans la ville. Il lui faut des armes à feu. Il y a de la poudre à la Bastille. Prendre la Bastille, personne n'y songe. Mais on veut bien faire main basse sur ses réserves de cartouches et de boulets. Oui! Allez, vive la révolution! On est de la Bastille! Calmez-vous, attendez! Calmez-vous, les amis! Je veux parler à un officier. Qu'est-ce que tu veux? Libérez la Bastille! Donne-moi ta parole qu'aucun mal ne sera fait à personne. Tu as ma parole. Je vais en parler au gouverneur. Monsieur le gouverneur, les révolutionnaires demandent qu'on fasse baisser le pont-levis.
Bien, monsieur le gouverneur. Bientôt, 2 détachements de la garde, chargés de veiller à la sécurité dans la capitale, arrivent. Ils ont changé de camp et viennent se joindre aux émeutiers. Ces soldats aguerris font armer 5 canons pris aux Invalides. Non, pas de parole. Feu à volonté. À mon commandement, feu! 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 Le pont-levis est abaissé. La foule se rue à l'intérieur. Cette reddition d'un symbole de l'autorité monarchique provoque un délire de joie. La foule libère les détenus, un peu surprise qu'il ne soit que 7. 7 malheureux qui n'ont rien d'héroïque combattant de la liberté. Ce sont des petits escrocs et de minables faussaires, mais la force du symbole est là. Alors, on les porte en triomphe. À partir de cet instant, il n'y a plus de retour possible. Dès le 16 juillet, la démolition de la Bastille est ordonnée. 800 ouvriers sont engagés à 25 sous par jour pour abattre ce qui apparaît toujours comme le bastion de la tyrannie. Les pierres serviront à construire le pont de la Concorde. D'autres se transforment en souvenirs héroïques. En effet, un artisan malin les taille aux formes de la forteresse et les vend dans toutes les provinces du pays comme des bibelots sacrés de la liberté. Et avec les chaînes des prisonniers, il confectionne des médailles patriotiques. Les révolutionnaires ont voulu qu'il ne restât rien de la Bastille. Partons pourtant sur les traces de cette forteresse abattue. Dans le métro, tout d'abord, sur le quai de la ligne 5, on voit apparaître ces pierres jaunâtres. Ce sont les fondations d'un mur de la Bastille. Elles ont été mises au jour en 1905, au moment où on creuse le tunnel du métropolitain. Et puis en passant par la bouche de métro, qui fait l'angle avec le boulevard Bourdon, on trouve un autre morceau de mur de la forteresse. Dehors, sur la place, à l'angle du boulevard Henri IV et de la rue Saint-Antoine, ce pavé brun sur le sol indique la position exacte de la forteresse. Un peu plus loin, vers la Seine, le port de l'Arsenal rappelle le fossé de l'enceinte. Certaines de ces vieilles pierres sont des restes de l'édifice militaire. Enfin, au bout du boulevard Henri IV, toujours vers la Seine, on trouve dans un petit square la base de la tour de la Liberté remontée. Voici un vestige d'une des 8 tours de la Bastille, qui a été dégagée lors de la construction du métro. Mais il y a plus émouvant encore, les restes d'une cellule, d'un de ces cachots sordides qui se situaient dans les sous-sols de la forteresse. La cave d'un restaurant du boulevard Henri IV est en fait la base d'un de ces cachots, miraculeusement épargné par la fureur révolutionnaire. Et entre les bouteilles entassées par le restaurateur, on peut croire entendre encore les cris des embastillés et le son des canons du 14 juillet. À moins que ce ne soit les échos d'une autre musique. Figurez-vous que dès le 14 juillet 1790, un an pile après la prise de la Bastille, une grande tente est installée sur les ruines de la forteresse. Devant celle-ci, un écriteau précise « Ici, on danse ». Il s'agit de la naissance d'une tradition qui va perdurer. Le bal du 14 juillet. Et c'est dans les flonflons des bals populaires que l'on fête la première action révolutionnaire. En fait, après la démolition de la forteresse, l'histoire de la place est faite de rendez-vous ratés et de chances manquées, tout au moins sur le plan architectural. Le 16 juin 1792, l'Assemblée législative veut construire une colonne surmontée d'une statue de la Liberté. Un mois plus tard, on pose la première pierre. Mais le projet s'arrête, en butte à des oppositions esthétiques. En 1810, Napoléon veut y créer une fontaine gigantesque, mais étrangement, ce monument doit être un éléphant. Il fera 24 mètres de haut et de l'eau jaillira de sa trompe. Une maquette grandeur nature en plâtre est posée. Après la chute de l'Empire, cette figure imposante reste à l'abandon pendant plus de 30 ans. La carcasse finit par être détruite en 1846 et des ruines du pachyderme
s'échappent alors des nuées de rats qui vont terroriser le faubourg Saint-Antoine. En 1833, le roi Louis-Philippe veut lui aussi une colonne au centre de la place en l'honneur des héros tombés lors des Trois Glorieuses, les fameuses journées des 27, 28 et 29 juillet 1830, qui ont vu le roi Charles X chassé du trône au profit d'une monarchie constitutionnelle. Le monument de 54 mètres de haut est inauguré le 28 avril 1840. Mais, tout en haut de la colonne verte, un génie doré répond aux vœux formés par les députés de 1792. Il représente en effet la liberté qui s'envole en brisant ses fers et en semant la lumière. De Bastille à République, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un siècle. C'est l'occasion d'entrer dans le 19e. Au sortir du métro, impossible d'éviter l'emblématique figure de Madame la République. Oui, c'est bien elle, avec son bonnet phrygien sur la tête, symbole de liberté, et son rameau d'olivier dressé, symbole de paix. Elle tient la Déclaration des droits de l'homme et porte une épée à sa ceinture pour les défendre. Alors la République ne craint pas les manifestations populaires. Courage! Fuyons! J'entends du bruit. La fuite devient impossible de ce côté. Passons par celui-ci. Soit. Au ciel! La porte est fermée! Oh non! Que faire? P. On vient. C'est Roberto. Nous sommes perdus. Comment nous tirer de là? Oh mon Dieu! Prends pitié de nous. Non. Nul moyen. Je n'en vois qu'un. Dangereux, il est vrai, mais il peut nous sauver. Feignez tous deux de dormir. Je vous avertirai quand il sera temps d'agir. Il dort. La victoire est à nous. Roberto! Meurs! Fuyons. Dans les années 1830, le boulevard du Temple, près de la République, a été joyeusement rebaptisé par la population boulevard du crime. Car chaque soir, dans les multiples théâtres qui le bordent, on poignarde, on empoisonne, on étrangle, pour l'unique joie du public. Gilbert de Pixéricourt y triomphe avec son mélodrame La forêt de Sicile. Paris, pendant ce temps, change de régime. La République est malmenée, soumise à des ambitions de pouvoir. Bientôt, Napoléon III instaure le Second Empire. Et comme tout monarque de France, il s'installe à Paris. Fait étrange, l'empereur et l'impératrice connaissent mal la capitale. Lui a passé son enfance en Suisse allemande et elle vient d'Espagne. Pourtant, ces deux étrangers aiment la France et Paris leur plaît. Ils rêvent déjà d'une capitale remodelée et placée sous le signe de la modernité. On est au 19e quand même. Napoléon III a choisi le baron Eugène Haussmann, préfet de la Seine, pour réaliser son projet d'avenir. À lui de changer la ville, d'éliminer la pauvreté, responsable des quartiers coupe-gorge, un vrai terrain de prédilection des foyers révolutionnaires. Sa mission est de rendre la ville sûre, propre et aérée. Alors le baron Haussmann n'hésite pas. Il éventre Paris, crée de larges boulevards. Le chantier est énorme, parce qu'il s'applique à dessiner le Paris de demain, le nôtre. Haussmann connaît la sévérité de l'empereur, et le boulevard du crime est une de ses préoccupations. Il en déteste le côté canaille et populaire, si contraire à l'ordre et à la discipline que lui affectionne. Trop d'agitation le secoue. Une solution s'impose. Il faut raser le boulevard du crime. La place du Château d'Eau, qui sera la place de la République, est agrandie. De grandes voies sont percées. Les actuels boulevards de Magenta, Voltaire et avenue de la République apparaissent. Mais pour eux, on a sacrifié les lieux festifs où se rencontraient les aristocrates et les ouvriers. Ainsi, les théâtres qui ont fait le bonheur des Parisiens ont disparu dans ces travaux gigantesques. Une quinzaine de théâtres vont être démolis, dont les 3 plus prestigieux aux 3000 fauteuils. On sonne le glas des petites salles aussi. Et c'est la fin des boutiques, des cafés, des bonimenteurs,
qui vivent à l'heure du spectacle et des entr'actes. L'empereur veut qu'il ne reste rien de tout cela. Il n'a pas tout à fait été obéi. Les divertissements ont la vie dure. Pensez-vous vraiment qu'à Paris, on ne rit plus, on ne siffle plus, on n'applaudit plus? Que reste-t-il du boulevard du crime et de ses vedettes? Eh bien, il en reste quelque chose. Sur le boulevard du Temple, son vrai nom, il y a le théâtre des Jazets. Construit en 1851, au numéro 41, il a échappé aux travaux de démolition du baron Haussmann. 8 ans plus tard, il sera acheté par Virginie Desjazets, célèbre actrice de l'époque. Mais au début de la Seconde Guerre mondiale, il doit fermer ses portes, puis est transformé en salle de cinéma. Et échappe de peu à sa reconversion en supermarché en 1976, grâce à une forte mobilisation du monde des arts et du spectacle. Mais ce n'est pas le seul rescapé de la frappe haussmannienne. Le cirque d'hiver, rue Amelot, est lui aussi un miraculé. Construit en 1852, il se situe à l'extrémité du boulevard. Et comme son confrère Desjazets, sa destination change avec les époques. Il devient un cinéma au tout début du développement du 7e art, mais en 1923, il retourne à sa vocation première, le cirque. Et de grands noms défilent sur sa piste. Bouglione, Fratellini, Zavata, dont on n'a pas fini de parler. Haussmann, lui, poursuit son œuvre obstinément, avec une passion pour la ligne droite. Les travaux du baron Haussmann s'étendent sur 17 ans, presque toute la durée du Second Empire. Pour les Parisiens, des années de poussière, de gravats, de trous et de rues chamboulées. Et même si on leur a expliqué par une campagne que c'était pour embellir, agrandir et assainir Paris, leur patience est à l'épreuve. Haussmann et son culte de la ligne droite tranchent dans le jardin du Luxembourg, détruit le marché des Innocents, abat l'église Saint-Benoît. Sa vision vaut-elle la peine? De cet immense chantier naît une capitale au large boulevard, percée de la place du Trône à la place de l'Étoile, de la gare de l'Est à l'Observatoire. Haussmann fait surgir le boulevard Haussmann, l'avenue de l'Opéra. Il aménage de nouveaux espaces verts pour mieux respirer. Désormais, les Parisiens profitent du parc Montsouris, des buttes Chaumont. Les limites de la ville sont repoussées. Auteuil, Passy, Montmartre, Belleville intègrent les 20 arrondissements, tout juste créés. Paris s'est transformée. Elle est prête à montrer son nouveau visage au XXe siècle. Le XXe siècle se réjouit de son aspect. Il nous donne rendez-vous à la station Champs-Élysées-Clémenceau, près de la plus belle avenue de la capitale. Aux yeux des Parisiens, c'est même la plus belle avenue du monde. Près de 2 km pour relier la place Charles de Gaulle à la Concorde et nous livrer une magnifique perspective, avec ses contre-allées bordées d'arbres précédant des carrés de jardin. Lieu de promenade, lieu indémodable, les Champs-Élysées sont marqués par les événements historiques. Et par les guerres. D'ailleurs, c'est le nom de Clémenceau, illustre figure de la Première Guerre mondiale, qui est associé à nos Champs-Élysées. Pourtant, le Grand et le Petit Palais, édifiés en 1900 lors de l'exposition universelle, ont tenté de témoigner du rapprochement des hommes et des nations. Cela dit, les Champs-Élysées sont un lieu de rassemblement populaire. Et si on y défile en 1944 pour fêter la libération de Paris, on s'y retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du Tour de France. Ou en 1998 pour fêter les Bleus et leur victoire en Coupe du Monde. Le haut de l'avenue est marqué par la guerre. La première, celle qu'on nomme pourtant la der des der. En 1920, le pays veut honorer ses poilus, qui se sont battus comme des enragés. Surgit l'idée de rendre hommage à la dépouille d'un soldat inconnu, mort au champ d'honneur. 8 corps de soldats français non identifiés sont exhumés. Ils viennent de tous les fronts. Et on en désigne un au hasard. Un cortège solennel, composé de mutilés, d'une veuve, d'une mère et d'un orphelin, accompagne le cercueil du soldat jusqu'à l'Arc de Triomphe. Le soldat inconnu repose à jamais sous l'arc. Cette tombe réelle est un symbole aussi. Elle réconcilie les Français dans un deuil collectif. Elle permet aux familles de pleurer leurs disparus. Désormais, la tombe du soldat inconnu ferme l'Arc de Triomphe. Aucun défilé militaire jamais plus ne pourra passer sous le monument. À l'époque, on peut encore se poser la question. Vient-on vraiment de vivre la der des der? En septembre 1940, les troupes allemandes d'occupation défilent sur les Champs-Élysées. C'est dans le malheur de la défaite qu'elles livrent la réponse aux larmes des Parisiens. Mais comme je vous l'ai dit avant, 4 ans plus tard, la foule parisienne savoure la victoire
et la libération. Et c'est en emboîtant les pas du général de Gaulle, qui descend ces mêmes Champs-Élysées jusqu'à la Concorde, qu'elle l'exprime le mieux. Comme Sacha Guitry dans un film célèbre, je vous propose de remonter les Champs-Élysées. Cette traversée de la Concorde à l'Étoile est une nouvelle promenade à travers le temps. À l'origine, les Champs-Élysées n'étaient que des terrains déshérités, marécageux. C'est au XVIIe siècle que Marie de Médicis décide d'en faire une longue allée bordée d'arbres, le cours de la Reine. Plus tard, Louis XIV aménage les terrains environnants et ajoute des carrés de gazon. Mais la suite est moins paisible. Vous allez voir. La place de la Concorde est le début de notre parcours. La Concorde. Les Français sont-ils tous dans les mêmes dispositions de cœur et d'esprit ici? Rien n'est moins sûr. En 1789, cette place est celle de la Révolution. Elle a mauvaise réputation. Ici, on exécute. La guillotine s'y dresse. Le compte des décapités est à frémir. 1119 têtes sont tombées à cet endroit, dont celle de Louis XVI et Marie-Antoinette. En 1795, après la terreur et ses effusions de sang, le gouvernement se montre soucieux de la paix civile. Il donne à l'espace le nom de place de la Concorde. Mais les Parisiens doutent toujours de sa quiétude. Pour débarrasser la place de ses aspects malfamés, Louis-Philippe l'embellit. En 1836, il y place au centre l'obélisque de Luxor, un cadeau offert à la France par le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali. Face à la place de la Concorde, de l'autre côté de la Seine, nous avons un aperçu de nos institutions avec le Palais Bourbon. Le siège de l'Assemblée nationale aligne ses 12 colonnes corinthiennes. Construit en 1722 pour Louise de Bourbon, fille de Louis XIV et de la Montespan, il est réquisitionné en 1795. On y ajoute un hémicycle et on en fait l'Assemblée législative. L'histoire nous adresse parfois de curieux clins d'œil. Ce palais Bourbon, emblématique de nos institutions républicaines, porte le nom le plus royal qui soit. En montant plus haut sur les champs, le promeneur se trouve pris dans un balai étourdissant d'enseignes de grandes marques. Au milieu des luxueux immeubles du plus chic quartier de Paris, les blasons du luxe ont remplacé les anciens blasons féodaux. Et les Parisiens viennent y rêver, aux côtés des touristes qui ne se lassent pas de parcourir l'avenue. Les puissants d'aujourd'hui ne sont peut-être plus au Palais Bourbon, mais dans cet alignement de boutiques. Qui sont-ils? Ce sont les grands financiers, les groupes de l'industrie du luxe, les grands constructeurs automobiles, tous ceux qui détiennent les cordons de la bourse. Ils sont tous là. Lancel, Lacoste, Hugo Boss, Omega, Cartier, Guerlain, Vuitton, Peugeot, Renault. Ils brillent au firmament des Champs-Élysées. S'y trouver est une marque de prestige, une confirmation de réussite. Et tant pis si les emplacements font partie des plus chers du monde. Quand on aime, on ne compte pas. Quelques adresses sont à retenir en remontant les Champs-Élysées. Dès le rond-point franchi, au numéro 25, voici l'ancien hôtel de la marquise de Païva, aventurière russe de haut vol. Vous avez devant vous l'un des rares vestiges des Champs-Élysées sous le Second Empire. Le quartier y est devenu un lieu où on se montre. Les restaurants et les promenades aérées attirent une foule élégante. Au tournant du XXe siècle, descendre les champs pour les calèches, les fiacres, puis les premières automobiles, représente le summum du luxe et de la distinction. Mais en marchant sur la plus belle avenue du monde, comment ne pas s'autoriser un petit écart avenue Montaigne? La façade art déco du théâtre des Champs-Élysées vaut bien le détour. En 1920, sous la direction de Jacques Hébertot, la salle devient l'avant-garde de la création artistique. Opéra, ballet, théâtre, concerts s'y succèdent. Les ballets suédois subjuguent Paris, sur des musiques de Ravel, Debussy et même Picasso qui peint quelques décors. Le XXe siècle de l'invention, de l'intelligence, de la beauté explose ici. En quête de souvenirs architecturaux du siècle achevé, on retiendra la façade Art Nouveau du Claridge. Celle de l'ancienne Élysée Palace. Ou encore l'immeuble Art déco devenu grand magasin. Au XXe siècle, Paris a continué d'évoluer et de se transformer. Les présidents successifs
ont voulu marquer la ville de leur empreinte, laisser la trace de leur passage dans de grandes réalisations architecturales. Pour le paysage urbain, les idées ont parfois été bonnes, parfois moins. Mais elles ont fait parler d'elles. Les polémiques sur les nouvelles constructions, la coexistence du passé et de la modernité suscitent toujours passion et controverse. La liste des nouvelles constructions du XXe siècle est longue et concerne à la fois la rive droite et la rive gauche. Nous avons la tour Montparnasse, achevée en 1972 et qui voulait marquer l'entrée de Paris dans la modernité. Le front de Seine, haut, cubique et prétentieux. Le musée du Quai Branly, novateur et verdoyant. Les voies sur berge, qui fluidifient la circulation mais n'améliorent pas la perspective. Le Forum des Halles, échec si cuisant qu'il va être rasé. Le Centre Pompidou, l'un des musées les plus visités au monde. L'Opéra Bastille, nouvelle forteresse de l'art. La bibliothèque François Mitterrand, constituée de 4 immenses livres ouverts. Voilà ce que nos descendants admireront de notre époque, si ces traces parviennent à résister à l'érosion du temps. Si Paris est une capitale des arts et des lettres, elle est aussi un centre d'affaires. Mais aujourd'hui, ce centre s'est déplacé du cœur de Paris vers la Défense. Dès 1958, le général de Gaulle décide la construction de ce quartier excentré. Il en fera un pôle économique et financier majeur. Nous sommes dans la France des 30 Glorieuses. Et la construction dans le prolongement de l'axe historique paraît judicieuse. Du Louvre aux Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe en passant par Neuilly, on arrive à la Défense. Le quartier doit son nom à une statue, la Défense de Paris, qu'on peut voir sur place, toujours solide et vaillante. Mais il convient de célébrer ce nouveau quartier d'affaires. Il compte la plus grande concentration de buildings et de bureaux de France. 3 millions de mètres carrés, excuse du peu. Alors, on érige en 1989 la Grande Arche de la Défense. Cette prouesse architecturale qui culmine à 110 mètres de haut et pèse 300 000 tonnes est due à François Mitterrand. Il veut un monument qui servira de carrefour de la communication. C'est un architecte danois qui remporte le projet. On loue la beauté de son concept, sa simplicité et la poésie qui s'en dégage. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Un cube évidé, ça paraît simple, mais en fait, ça ne l'est pas. Entre l'étude des vents, la composition du béton, la pose des plaques de marbre et le montage des ascenseurs extérieurs, vous avez une idée du type de problèmes qui se sont posés à ces bâtisseurs. Résultat, la Grande Arche fait la part belle à la perspective et à l'avenir. Mais elle est aussi un trait d'union avec le passé. Vous ne trouvez pas qu'elle a un faux air de l'Arc de Triomphe ? Qui sait si dans 100 ans, on ne viendra pas en pèlerinage à la Défense pour admirer l'un des symboles de l'architecture de la fin du XXe siècle. Peut-être même se recueillera-t-on ici, devant l'Arc de Triomphe des affaires et de la finance. Notre 21e siècle sera pour Paris celui d'une expansion vertigineuse. C'est le siècle du Grand Paris, le triomphe d'une agglomération tentaculaire qui franchit le périphérique pour avaler une partie de sa banlieue. En se développant vers la banlieue ouest, Paris fait de ce quartier d'affaires aux tours agressives une partie de lui-même. La ville continue naturellement de se prolonger vers l'ouest pour englober Nanterre, juste derrière la Défense. Peu à peu, la ville remonte à sa source. On s'en souvient, la Lutèce gauloise se situe au bord de la Seine, à l'emplacement de l'actuelle Nanterre. Notre siècle verra ainsi Paris retrouver Lutèce et la boucle du fleuve dans laquelle elle est née, il y a plus de 2000 ans.
Retrouvez le métronome en vous promenant dans le Paris de Laurent Deutsch grâce à une carte interactive qui vous emmène dans l'histoire de chaque quartier sur france5.fr.